Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et j'ai l'immense honneur d'accueillir Michel Poulard. Bonjour Michel. Bonjour, comment vas-tu? Et puis comment vont nos auditeurs? Contents de vous retrouver, de vous revoir. Ils vont apparemment plutôt assez bien. J'ai pas mal de retours. Et moi je vais super bien. Je suis heureux de te rencontrer à nouveau. On a eu une petite coupure. On a eu un petit arrêt vacances, ça fait bien. Et chers auditeurs, c'est pour ça qu'il est coloré, parce qu'au Canada, bronzé comme il fait, c'est pas possible. Ouais. C'est ce que tu me disais, j'ai pris la foudre et en même temps j'ai été coloré. Tout va bien, ça y est, t'es en forme, Alexandre, on y va, on pète la forme, moi c'est pareil. Ah ouais, je pète la forme, on pète la forme, donc je pense que puis tout le monde a l'air de bien aller, ça va être un bon début d'année, septembre, là je pense que ça va être chaud bouillant à la rentrée. Oui, donc là, ça il faut spécifier, c'est le moment où on enregistre cette vidéo, c'est la rentrée. Parce que je peux très bien que nos auditeurs nous voient au mois de mars. Ah oui, c'est ça. Alors, ces émissions sont enregistrées, donc n'hésitez pas, de toute façon, à les partager. Michel, justement, ça tombe bien, c'est la rentrée, et la première émission, c'est les 9 piliers de l'optimisme. Oui. En rentrant comme ça, là, on peut avoir une petite baisse d'optimisme, une petite baisse de morale. Alors, 9 piliers. Allez, les 9 piliers, la petite baisse de morale, c'est bien, parce que là, justement, on est dans un contexte de vacances, mais cette baisse de morale peut intervenir à n'importe quel moment. Et puis même, on a beau être optimiste de nature, il y a toujours des moments où il y en a des bas et des hauts, comme tout le monde. Il y a des moments où c'est peut-être moins passionnant, où peut-être on vit des drames, mais parfois pour certaines personnes la rentrée c'est un drame. Bah oui, justement. Mais ça dépend aussi l'angle de vue, la perspective qu'on met sur les choses, parce que la rentrée peut être aussi un soulagement. Quand on est parent et que nos enfants vont enfin de nouveau à l'école, c'est un soulagement par exemple. Donc tu vois, ça c'est pour introduire un petit peu ce sujet, c'est que l'optimisme reste une attitude et un regard qu'on porte sur le monde, sur soi, sur les autres, sur des événements. C'est un drame que si c'est vous qui pensez que c'est un drame, ce sera une catastrophe si pour vous c'en est une. Alors certes, certaines situations peuvent être catastrophiques au premier abord, certaines situations peuvent être inconfortables, bien entendu. Alors là, je rebondis sur ton sujet, c'est la rentrée. Moi, personnellement, là je vais parler avec mon regard, je trouve malvenu de tirer la tronche quand on revient de vacances. Ouais. Parce que normalement, les vacances, justement, c'est fait pour ça. Et là, c'est nouveau le regard que je porte sur les choses. Et vous, chers auditeurs, c'est ce que je vous suggère. C'est vrai que quand on revient de vacances d'un endroit idyllique, toi, tu as été en Ontario, moi, j'ai été aux États-Unis, où que ce soit, en général, quand on va en vacances, c'est pour recharger ses batteries dans des environnements plutôt idylliques, des endroits qui nous plaisent énormément. Et c'est ça le but des vacances, c'est que ce soit temporaire. Ouais. Voilà, c'est ça le but des vacances. Et j'ai envie de dire, si on retourne au boulot ou on se retourne dans nos activités quotidiennes en tirant la tronche, c'est pas tellement une question de vacances, mais peut-être une question d'état d'esprit et peut-être d'environnement dans lequel on se trouve. Peut-être que la première question qu'on pourrait se poser avant d'entamer ces 9 piliers, c'est est-ce que je suis bien dans l'environnement dans lequel je me trouve ? Parce que si je reviens de vacances et que déjà je tire la tronche et que j'y vais la boule au ventre et que je traîne les pieds, c'est peut-être ou que le job me convient pas et il peut être alimentaire, certes, je peux le comprendre, mais même si un job est alimentaire, on peut se trouver des raisons positives de l'avoir, même dans la plus grande difficulté. À nouveau, ça c'est la capacité de l'optimiste, c'est se dire ok, j'ai un job mais j'en ai un, et se trouver d'autres raisons, ou peut-être que le job n'est peut-être pas aussi intéressant qu'on voudrait, mais heureusement j'ai des chouettes collègues, tu vois. C'est le regard qu'on peut porter sur les choses. Donc la première chose que j'aimerais donner avant de rentrer vraiment dans ces 9 piliers, c'est que si on redémarre l'année avec la boule au ventre, où on traîne les pieds, marquez un temps d'arrêt et faites un peu un point de votre situation de vie aujourd'hui, et est-ce qu'elle vous convient réellement ? Parce que c'est la vie dans laquelle vous allez vivre maintenant les 11 mois et demi prochains, parce qu'avant de retourner en vacances, pour beaucoup de gens, ceux qui ont le bonheur de pouvoir y aller, ils doivent attendre l'année prochaine pour reprendre, Bon, sauf si vous avez peut-être encore des vacances d'hiver, mais ça fait quand même encore 6 mois. Vous devez vivre la majeure partie de votre temps dans un environnement qui vous donne la boule au ventre. Ça vaut peut-être la peine de s'arrêter et de noter si la vie que je mène aujourd'hui est bien celle qui me correspond. Et ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je voulais rebondir là-dessus. Voilà. Donc, ceci me mène donc au premier pilier de l'optimisme. On vient de le dire, c'est le regard qu'on porte sur nous, sur notre entourage, sur un événement.
Les optimistes ont cette capacité extraordinaire de pouvoir interpréter un événement à leur avantage. Alors, c'est pas mentir, c'est pas déformer, quoique, si, ça peut être déformé, mais déformé dans ce sens où on va aller chercher, on va faire cet effort d'aller chercher ce qui va nourrir quelque chose de constructif. Et par rapport, en fait, moi je dirais que c'est pas déformé, c'est faire cet effort d'aller chercher ce qui est positif là-dedans. Hein. Il n'y a pas de déformation. Alors, il n'y a pas de déformation quand on est effectivement dans le factuel, c'est pas une déformation, c'est un regard. Mais il y a un biais de l'optimisme qui peut aussi nous permettre de déformer peut-être une réalité, de l'amplifier. Et ça, ce sont les études neurologiques et scientifiques qui le démontrent, c'est que les optimistes ont parfois tendance à amplifier peut-être. Et ça, c'est quand l'optimisme peut-être va dans son travers, parce que l'optimisme, j'ai beau faire l'apologie de l'optimisme, mais l'optimisme a aussi ses travers, c'est qu'un excès d'optimisme peut être également dangereux, c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est là où on devient un peu bisounours, là, où tout est beau, tout est joli. C'est là où on peut devenir effectivement complètement bisounours ou complètement déconnecté de la réalité, c'est qu'on vit dans un monde parallèle qui n'est pas du tout connecté à la réalité. Et être optimiste, c'est être connecté à la réalité, mais aller chercher juste les éléments qui vont nourrir des points de progression, d'amélioration, ou en tout cas qui vont, moi, nourrir mon envie d'avancer. L'optimisme BA, c'est ça en fait. Hein. L'optimisme BA, c'est cet optimisme qui dit « Oh, journée de merde, mais demain tout ira mieux. » Et je change rien dans ma vie, je vais faire rien, et rien ne va mieux. Où on est en plein hiver, il fait moins 20, et je me dis, bon, bah allez, j'y crois très très fort, parce que je suis optimiste, demain il fera 30. Non, il faut arrêter. Donc ça, c'est la déformation, c'est un biais d'optimisme qui vous déconnecte de la réalité. Et là, pour répondre aussi aux gens qui pensent que être réaliste, c'est être pessimiste. Non, l'optimisme et le pessimisme sont deux regards, sont deux paires de lunettes différentes qui permettent de regarder la vie avec un prisme différent. Le pessimisme avec un prisme plutôt gris et l'optimisme avec un prisme rose, j'ai envie de dire. Mais c'est ce qui va vous attirer votre attention, sur quoi vous allez porter votre regard. L'optimiste, par exemple, quand il fait nuageux, l'optimiste, c'est celui qui va regarder le petit coin de ciel bleu qui est entre tous les nuages et se dire « Ah, le beau temps revient ». Et le pessimiste ne va pas prendre en compte ce petit coin de bleu et va regarder que les nuages et dire quel temps de merde. Et c'est la même réalité, c'est la même situation. Les deux ont raison, et c'est ça le pire. C'est que les deux ont raison. C'est qu'effectivement, il y a plus de nuages, il y a probablement 90% de nuages dans le ciel, mais le regard qu'on va porter sur un événement ou sur une situation va avoir un impact sur ce qu'on va sentir et comment on va sentir et comment on va réagir et sur effectivement nos réactions. Si effectivement le ciel est couvert à 90%, dans l'absolu il fait pas beau, c'est pas top, c'est pas génial, mais l'optimiste va dire il y a un petit ciel bleu, ben on va quand même sortir, on va y aller, et puis ce petit ciel bleu annonce qu'il va faire probablement beau, il sait qu'il peut pleuvoir aussi, mais ça ne l'empêche pas d'y aller. Voilà, ça c'est le premier pilier. Changer son regard. Le regard que l'on porte sur les choses. Est-ce que je me mets en mode solution et possibilité, ou est-ce que je me mets en mode complication, difficulté, et en mode c'est pas possible. Voilà. Et ça deviendra ta réalité. Je dirais qu'il y a un côté très économie d'énergie pour l'optimiste. Oui, alors là aussi, je vais un petit peu relativiser ce que tu dis, et tu as raison dans l'absolu. C'est que l'optimiste, comme il est probablement plus dans des énergies positives, il sera probablement plus favorable, et d'ailleurs sa santé s'en portera mieux. C'est pour ça aussi que les optimistes ont de meilleurs liens sociaux, et au niveau énergétique et émotionnel, oui, il fait de grosses économies. Néanmoins, je reviens toujours sur cet optimiste BA, et cet optimiste excessif, ça peut le rendre complètement dingue, parce qu'il va faire plein de mouvements, voilà. Le juste milieu, hein, mesdames et messieurs, le juste milieu. Mais globalement, tu as totalement raison, Alexandre. Être optimiste est une économie d'énergie, et c'est surtout mettre ton énergie aux bons endroits. Parce que le pessimiste peut aussi utiliser son énergie à s'énerver, à se fâcher, à râler, à s'enfermer, et voilà. Donc, effectivement, c'est une forme d'économie d'énergie. Soyons écologiques. Allez, le deuxième pilier. Le deuxième pilier, Alexandre, forcément, c'est quelque chose qui me porte beaucoup à cœur. Et à nouveau, ces piliers n'ont pas d'ordre chronologique important. Ce sont des piliers qu'on peut utiliser dans le désordre. Ce qui compte, c'est qu'on les utilise. Mais pour moi, l'un des piliers qui, dans ma chronologie d'importance, vient en numéro 2,
C'est ce qu'on voit là sur la vidéo chez toi et chez moi. C'est le sourire. C'est le sourire. C'est l'optimisme et quelqu'un qui voit la vie du bon côté, bien entendu, mais qui la prend avec beaucoup de sourire. L'enthousiasme, la gratitude, tout ça, ce sont des choses qui donnent envie de sourire. L'optimiste va aller chercher des raisons qui vont lui donner envie d'être heureux et surtout vont le rendre heureux. C'est pas juste une envie, ça le rend heureux. Là, par exemple, je suis heureux d'être avec toi. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec toi et avec nos auditeurs de Mille et une clés de vie. Je suis content, j'aime la vie, le rire. Et quand on n'a pas envie de rire, c'est quelque chose que j'applique moi, c'est quelque chose que j'avais entendu il y a des années et que je prenais un petit peu à la légère et je pensais que c'était des illuminés qui disaient ça. Si t'as pas envie de rire, force-toi à rire. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'irais me forcer à rire? Il y a même des clubs de rire. Des formations, ouais. Thérapie de rire. Hein, et je me dis mais comment se forcer à rire? Mais non, pour moi le rire doit être spontané. Si ce n'est que, effectivement, le rire doit être spontané, mais le rire, et aujourd'hui, les neurosciences ont démontré que le cerveau réagit en fonction de notre physionomie, et que c'est une interaction. Le cerveau et les pensées créent une physiologie, et la physiologie crée un impact sur le cerveau également. C'est bilatéral. Et donc, il y a un tuyau que je peux vous suggérer, que j'utilise quand je suis en entreprise, quand j'ai parfois des managers, des chefs d'entreprise, et que je leur parle du rire ou du sourire et de l'impact que un faux rire peut avoir sur j'ai envie de dire, la chimie de notre cerveau, c'est de se forcer à rire et c'est de prendre, par exemple, un stylo. Allez, les auditeurs, vas-y, t'as un stylo près de toi, fais-le. Voilà, mets le stylo comme ça, là, comme ça. Rien que déjà comme ça, ça va faire mal. Voilà. Tu vois, essaye de tirer la gueule pour voir. Ce qui se passe, c'est que ça va créer un rire. Et on essaye parfois même de parler comme ça, tu vois. Et ça devient compliqué, hein. Puis ça change de parole, par le nez. T'as vu ce que ça crée? Ça crée immédiatement un rire instantané. Et alors parfois je me trouve devant 20, 30 managers, parfois de grosses entreprises, parfois bougons, tu sais, attention, qui sont coincés, on parle de millions d'euros, millions de dollars, voilà, on parle de chiffre d'affaires, on parle de profitabilité, etc. On parle de problématiques d'emploi, voilà, etc., etc. Et puis là, je les fais rire. Et ce qui se passe, c'est qu'instantanément, le cerveau va envoyer des stimuli et un stimulus, des stimuli qui vont générer cette vraie sensation de bien-être. Alors, est-ce que c'est de la triche? Ben oui, bien sûr, on peut tricher avec le cerveau. Bien sûr, c'est ce qui s'appelle la plasticité neuronale. La plasticité cérébrale dans d'autres, on dit neuronale ou cérébrale, ça dépend. Mais dans ces deux cas, cette plasticité cérébrale nous permet effectivement de berner le cerveau, mais à notre avantage. Et c'est ça l'optimisme, c'est une méthode qui nous permet non pas de berner le cerveau, mais de nous forcer à aller voir le meilleur. Et au final, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va le voir. Et c'est ce qui s'appelle, toujours en neuropsychologie, ça s'appelle le système réticulé activateur. C'est ce système neuronal qui va faire qu'à un moment donné, le cerveau va acquérir une attitude et un automatisme d'aller chercher le meilleur. Et à un moment donné, les optimistes ne voient que le meilleur autour d'eux, sans renier, bien sûr, les difficultés et les atrocités de ce monde. On les connaît. Mais voilà un petit peu l'importance du rire, c'est ce deuxième pilier. Il y a une autre expérience que fait aussi Paul Pironnet, c'est l'histoire du centimètre. Alors, je sais pas si tu avais vu ça, où en effet, il suffit simplement... C'est une histoire qui est propre, effectivement, qui est très fort. Et ça, en effet, il suffit simplement de se mettre droit, et en effet, il y a une relation corps-esprit qui fait que tout simplement, le corps se met dans une position de valorisation. En fait, l'esprit prend cette position. Alors moi j'utilise donc plus le cerveau que l'esprit, mais après c'est une question le cerveau. On comprend ce que l'on veut dire. Mais aujourd'hui c'est effectivement prouvé par les neurosciences que se mettre comme ça ou se mettre comme ça, ça a une influence sur notre esprit, effectivement. Et exactement. Troisième pilier, j'ai hâte. Le troisième pilier, c'est que les optimistes font preuve de confiance. Alors, on va parler un petit peu de l'abus de confiance. C'est ça. Mais c'est que les optimistes sont des gens qui ont plutôt confiance en soi, aux autres, ou dans des situations, ou dans des idées. Le mot confiance est un mot-clé qui appartient aux optimistes. C'est que les optimistes ont plutôt confiance en une idée. J'ai une idée, punaise, ça va marcher. Et on va nourrir cette idée. Attention, je ne parle pas de l'optimiste BA qui a juste une idée et qui va dire « ça va marcher ». Non.
c'est qu'il va tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette idée. Confiance aux autres, c'est qu'on va aller chercher le meilleur des autres, leurs compétences, ce qu'ils savent faire, et ça c'est la force des optimistes, c'est qu'ils s'appuient sur les points forts, on en parlera, ça fait partie d'un des piliers, mais c'est que avoir confiance aux autres, ou susciter soi-même la confiance, est propre aux optimistes. C'est que dans les plus grands drames, ou dans les situations les plus problématiques, c'est que les optimistes vont chercher des éléments qui vont nourrir cette confiance qu'on va pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est vraiment le terme de confiance est important. C'est que si j'ai pas confiance que demain tout ira mieux, c'est mal et que après-demain non plus, et que la semaine prochaine non plus, je défie même aux plus grands optimistes de rester optimiste, ça va être compliqué. Donc cette notion de confiance est importante. Et puis, bien entendu, cette confiance en soi, c'est que je sais que c'est moi qui ai les cartes en main. J'ai confiance que, je vis une situation qui est inconnue, je vis une situation que je n'ai jamais vécue avant, mais ce que je sais, c'est que je vais mettre toute mon énergie et toutes mes compétences, mes connaissances et toutes mes forces à l'œuvre pour pouvoir m'en sortir. Donc ça, c'est la confiance en soi. C'est que, quelle que soit la situation, je sais que je vais pouvoir m'en sortir par expérience ou je vais créer quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir rebondir. Et puis, c'est la confiance que les optimistes inspirent. En général, les optimistes inspirent confiance aux autres. Et c'est pour ça que ce sont souvent des gens qui sont plus charismatiques que les autres. C'est cette confiance donne envie de vous suivre, donne envie de vous écouter et donne envie de vous croire aussi. Donc, si vous êtes par exemple, vous créez une start-up, vous êtes entrepreneur, vous voulez démarrer un nouveau projet, ayez vous-même déjà confiance en ce projet, parce que si vous avez vous-même confiance en ce projet, eh bien vous allez émaner cette confiance chez les autres. Demain, un entrepreneur qui va auprès d'une banque parce qu'il a besoin d'un prêt, quel que soit le montant de son prêt, le banquier, lui, va être sensible non seulement sur le plan, son business plan, il va être très sensible là-dessus, forcément, il va être attaché aux chiffres et quelle est de vision, mais si le banquier est plutôt bon, voilà, ça arrive, il y en a. Il y en a, oui, ça existe. Si, il y en a, ils existent aussi. Il va aussi attacher beaucoup d'importance sur la crédibilité de votre projet. La crédibilité de votre projet, c'est ce qui va générer de la confiance. Ouais. Et combien de projets n'avons pas nous démarré grâce à de la confiance? Combien de fois on n'a pas cru en quelqu'un? C'était de la confiance. Voilà. Ce troisième pilier de l'optimisme, c'est la confiance. La confiance au sens propre et au sens intrinsèque et externe également. Et ça c'est pas toujours évident, la confiance. Enfin oui, la confiance d'ailleurs en soi ou la confiance à l'extérieur. On a parfois des hauts et des bas là-dessus. Oui, bien sûr. Parfois on peut avoir vécu des expériences douloureuses où notre confiance a été trahie, bien entendu. Pour certaines personnes qui nous écoutent, peut-être que toi tu reconnaîtras ça aussi, et ceux qui nous regardent en ce moment, c'est que certaines personnes pensent que il faut être digne de confiance pour gagner la confiance de quelqu'un. Voilà, moi ma confiance je ne la donne pas à tout le monde. Alors ça c'est un vrai débat, c'est un vrai débat. Est-ce que je donne ma confiance à tout le monde ou pas? Est-ce que la confiance doit se mériter ou pas? Pour moi, la vérité est au milieu. En ce qui me concerne, je pars du principe que tout le monde est digne de confiance. Ça, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Donc, ma confiance, j'estime qu'il faut pouvoir la donner à tout le monde. Parce que qui suis-je moi pour juger que l'autre n'est pas digne de confiance? Parce que cet état d'esprit me permet au moins de donner à l'autre toutes ses chances de faire preuve de confiance. À l'inverse, et ça c'est encore une fois la puissance du mental et du cerveau, si je pars du principe que tu n'as pas ma confiance, tu vas devoir faire tes preuves, c'est que toi tu vas être vraiment ce maître de l'épreuve et que la personne pourra peut-être faire des pieds et des mains et n'arrivera pas à gagner ta confiance parce que tes standards sont trop élevés. Donc moi, ce qui me concerne, et à prendre ou à laisser, ça n'engage que moi, j'accorde ma confiance à tout le monde, en tout cas, sauf ceux que je connais, aux gens que je ne connais pas. Et cette confiance, ils peuvent la garder ou la perdre. Il est là, chez moi, la nuance, et c'est ce qui fait aussi que je me trompe régulièrement. Voilà, ça c'est la conséquence que j'assume. C'est que effectivement, quand j'ai plutôt tendance à donner ma confiance aux autres, non pas par naïveté, parce que je suis pas naïf. C'est pas la naïveté, j'ai bien conscience qu'ils peuvent me trahir, j'ai bien conscience qu'on peut profiter de moi, j'ai bien conscience que les gens veulent profiter de ma notoriété, j'ai bien conscience que les gens veulent profiter de mon argent, enfin j'en sais rien, j'en ai conscience de ça. Mais c'est un choix, voilà, c'est un choix que j'assume, c'est que je sais qu'on pourra me tromper, et on me trompe encore régulièrement, je prends ça sur moi, mais à l'inverse, ces gens-là ont perdu ma confiance.
Je pars en fait à l'inverse. Je la donne et les gens ou la conservent ou la perdent en fait, une expérience. Ça sous-entend aussi que j'ai un rapport très clair face à la déception que l'autre peut me donner. Bien entendu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est un choix de vie, de donner sa confiance facilement, d'accord. Oui. Moi, je suis un peu dans ce style-là aussi, mais c'est aussi la capacité d'assumer le fait que tu peux être trompé dans la confiance que tu as donnée. Ça sous-entend que si tu choisis de vivre comme cela, tu dois être en état d'assurer la déception de l'autre. D'accepter, ouais. Si effectivement tu as du mal à accepter la trahison, là on parle de blessure de trahison, bien sûr, ça sous-entend que tu dois travailler ce sujet-là. Ouais. Moi je gère ça suffisamment bien que pour pouvoir me permettre de dire je fais confiance parce que la trahison, j'arrive à la gérer. Ouais. Mais si effectivement la blessure de trahison est trop forte chez vous, il faut d'abord travailler cette blessure de trahison. Et souvent, justement, cette capacité à ne pas donner confiance à l'autre, ou en tout cas ce manque de confiance à l'autre, c'est souvent lié à des problèmes de trahison, probablement. Mais c'est lié, l'un et l'autre est lié. Moi, j'arrive à donner du sens à des fins de relations, à des fins de relations sociales que je peux avoir avec les uns et les autres. Chacun suit sa route. J'arrive à prendre de la distance. Certes, on m'a berné. Certes, on a abusé de moi. C'est clair. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé en amont et que j'arrive à dissocier parce que je n'ai pas ce ressentiment et ces ressentiments qui me permettent d'alimenter peut-être une méfiance envers l'autre. Certes, attention, ça ne veut pas dire que ça me fait pas mal. Ah oui, clairement. Ça ne veut pas dire que je suis complètement détaché de l'émotion. Bien entendu, quand tu te donnes et quand tu donnes aux autres et quand tu vis des expériences extraordinaires, quand tu vis des émotions avec l'autre, bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que tu te poses des questions. Bien sûr que tu dis « Ah merde, je me suis encore fait avoir ». Oui, bien sûr. Mais l'optimisme me donne cette capacité de pouvoir rebondir et de dire « Ok, je gère, je donne du sens ». Et au bout de quelques jours, en général, je ne dis pas que j'ai oublié, mais ça me permet de passer à autre chose. Ouais. Et puis, juste avant d'attaquer la quatrième clé, ça te permet de rencontrer beaucoup plus de personnes, d'avoir une approche beaucoup plus ouverte, quoi. Et ça amène beaucoup de positivité. Et je te remercie de le dire. Je te remercie de le dire parce que c'est ça aussi qui fait que je rencontre énormément de gens. C'est certes, on peut se tromper. Et c'est vrai que parfois, on donne beaucoup plus de crédit à l'erreur. On a tous peur de se tromper. Et on a tous peur de se tromper, même les optimistes. Mais ça m'a ouvert tellement plus de portes et j'ai rencontré des gens tellement plus intéressants en marge de ça. Et là, tu as complètement raison. Et je te remercie de le mettre sur la table. C'est que effectivement, adopter cette attitude-là me permet de rencontrer des gens absolument passionnants. Et ces rencontres, moi, au final, qu'elles soient aujourd'hui encore d'actualité ou terminées, m'ont permis, moi, de grandir, d'évoluer, etc. Et c'est vrai que c'est cette capacité de confiance qui me permet de rencontrer des gens. D'ailleurs, je le note parce que c'est très bien ce que tu me dis. Parce que tu m'inspires. Ce que tu viens de dire m'inspire moi en retour, tu vois. Merci. J'apprécie énormément inspirer les gens. J'adore ça. C'est vrai que c'est une conséquence. Cette confiance permet de rencontrer les autres. Bah oui. Tu as raison. Et l'optimiste aura plutôt tendance à dire et si je laissais la chance au succès plutôt qu'à l'échec. C'est ça. Tu vois. Et le succès voilà, l'échec est là, mais je donne autant de crédit au succès qu'à l'échec. Ouais. Et juste pour rebondir ça, moi j'ai été très longtemps un pessimiste qui devient optimiste et de plus en plus optimiste sans devenir dans l'optimisme béat. Je vis beaucoup mieux. Bien sûr, tu vis plus sereinement, tranquillement. On est moins parano, on a moins peur de ce que l'autre va dire. Bien sûr, ça fera l'objet d'une des émissions qu'on va faire ultérieurement également. Mais c'est ça. En fait, l'optimiste te permet de pouvoir avoir un état d'esprit un peu détaché, et prendre du recul et surtout te sentir mieux. D'ailleurs, je le dis à beaucoup de gens, aujourd'hui, quand les gens me demandent un peu comment je suis, comment je me sens, bien, je me sens aujourd'hui comme un homme libre. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dépendant de ce que l'autre pense de moi, parce que c'est moi qui décide de m'en détacher. Je décide de me blesser ou pas, je décide d'en tirer le meilleur ou pas. Et dans ce sens-là, je me sens libre, et parce que je suis libre, je suis un homme heureux. C'est que les gens me blessent régulièrement, mais cette blessure, je décide de la laisser là où elle est. J'ai réussi à faire ça, et effectivement, cette attitude optimiste y est pour quelque chose. Ouais, clairement. Allez, quatrième pilier. Mais le quatrième pilier, c'est quelque chose qui me touche. Enfin, je pourrais dire ça pour les 9 piliers, ils me touchent tous, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Mais qui fonctionne chez tout le monde. Avant de trahir ce quatrième pilier, je vais juste te raconter un petit peu ce que je vis pratiquement au quotidien. C'est que
comme je suis conférencier professionnel et que je voyage aux quatre coins de la France, de l'Europe et du monde, c'est que mes clients, en général, je dis bien en général, quand j'ai des gros contrats pour des grosses audiences, des audiences de 600, 800 ou 1000 personnes, sont des événements qui sont très très coûteux et globalement sont des événements qui se font dans des endroits plutôt glamour, plutôt somptueux, dans des palaces, dans des environnements 5-6 étoiles, enfin des trucs de fou. Et forcément, quand on m'invite à parler, eh bien, je suis accueilli comme une star. Et on vient me chercher en limousine, et puis on me donne une chambre seule, single, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la partager avec quelqu'un d'autre. On me donne une chambre seule, parfois même des suites. Et pour la petite anecdote, là cette année, au printemps dernier, j'ai donné une conférence à Cannes, juste en face des marches du festival de Cannes où on donne les Césars, et j'étais dans l'hôtel où toutes les stars vont. Et j'étais dans une suite. Donc, voilà, je peux très bien m'y habituer, m'y accommoder. Et alors, ce qui est marrant, pour parler un petit peu de ça, c'est qu'il y a un petit réflexe. C'est que tu découvres la suite et puis tu vas à la réception et il y a un petit réflexe que tu fais, c'est regarder le prix de la chambre. Et tu regardes ce que ça fait. Et tu vois que le prix de la chambre, c'est 3, 4, 5 fois le salaire de certaines personnes. Donc il y a un côté un peu indécent, c'est vrai. Ouais. Il y a un côté un peu décent, tu dis oh punaise, mais c'est un truc de fou. Mais ça fait partie du jeu, point. Ouais. C'est l'événement, en fait, l'événement, il faut voir l'événement non pas dans l'indécence, mais quand une entreprise invite 1000 collaborateurs à un événement pour que ces collaborateurs vivent un événement émotionnel fort, où il doit fédérer ses équipes dans un environnement qui est favorable justement à cette atmosphère, ça se fait pas à coût de 50 € par-ci et 15 € par-là. Forcément, ce sont des événements qui, pour les entreprises, quand il y a 1000 personnes, c'est des événements qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ce qu'il faut aussi relativiser, c'est que les hôtels qui accueillent ces événements font aussi des cadeaux à ces entreprises. Souvent, ils offrent des chambres à ces entreprises. Donc voilà, relativisons un peu. Il n'y a pas que le côté cher, il y a aussi l'aspect entrepreneurial et l'aspect business qui rentrent en ligne. Ça fait partie du business, ça fait partie de l'entreprise. Ça fait partie du business. Je veux dire, demain, on t'invite suivre un séminaire dans un environnement somptueux ou de le faire dans un environnement crasseux. L'état d'esprit n'est pas le même. J'ai fort à parier que tu préférerais aller dans l'environnement somptueux. Si on te dit qu'il y a une piscine, voilà, etc., etc. Bref. Mais tout ça pour venir à ce quatrième pilier, c'est que j'ai beau vivre ça régulièrement, je continue à m'émerveiller. Et c'est ça, le pilier, c'est l'émerveillement. En fait, on pourrait, et certaines personnes dans mon entourage me disent, bon, c'est bon, t'es blasé des hôtels chics, etc. Ben non. En fait, non, pourquoi ? Parce que quand je rentre dans ces hôtels chics, je le vis à chaque fois comme si c'était une première fois. Et quand je rentre dans ces chambres, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse et je regarde et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est merveilleux, c'est fabuleux. Quel privilège j'ai de pouvoir vivre ça. Et j'ai conscience du privilège. Donc l'émerveillement me permet aussi de prendre conscience du privilège que j'ai. Je sais que c'est un privilège. Alors certes, ça fait partie de mon métier. Certes, j'y ai travaillé. Certes, je pose dur pour arriver à ça. Mais ça n'empêche que je ne le prends pas pour argent comptant et je continue à m'émerveiller. Je peux aussi bien m'émerveiller d'un séjour à la plage et rester à la plage et puis observer un crabe. Voilà, et l'attendre dans un endroit où il y a encore de l'eau et d'attendre le crabe sortir et m'émerveiller de voir le crabe sortir. Je peux m'émerveiller en regardant une araignée tisser sa toile. Je sais pas, moi je vous encourage à venir aux fondamentaux parce que là je vous donne un exemple extrême de luxe, mais l'émerveillement peut être dans les choses simples et c'est ça aussi cette capacité, c'est qu'aujourd'hui je peux m'arrêter pendant une demi-heure à regarder une araignée tisser sa toile et me dire waouh. La merveille de la nature. M'émerveiller pour un coucher de soleil. Tu as été en vacances, tu as publié sur Facebook, merveilleux coucher de soleil de vacances. Voilà, bien entendu, j'ai donné un exemple flagrant, mais l'émerveillement, c'est les choses les plus simples. Je peux m'émerveiller de la technologie. Mais quand on y réfléchit, tu as une tablette et puis aujourd'hui, là, tu es à l'autre bout du monde, on se parle en direct, on se filme et on peut nous revoir en live. Voilà, l'émerveillement. Quelle que soit la chose, on peut s'émerveiller de tout. Il n'y a pas de honte. Et le fait de s'émerveiller nous met dans une capacité de réceptivité où on va chercher le meilleur et surtout la simplicité. Alors ça peut paraître paradoxal que je vous parle de palace, etc. Mais c'est ça que j'essaye de vous dire. C'est pas le lieu. Ça peut être aussi la toile d'araignée, c'est
une attitude. L'émerveillement est une attitude. Émerveillez-vous comme si vous voyiez la chose comme si c'était une première fois. Ouais, ça. Et je reviens sur cette notion aussi de gratitude. Hein. On se retrouve un peu sur ça. Dans la société où l'on vit, on s'aperçoit même pas que l'on peut appuyer sur un bouton et ça nous amène l'électricité. C'est d'un commun. Et moi, régulièrement, je m'émerveille, en effet, quand j'ouvre le robinet et que je vois cette eau couler. Quand je pense à des années et des années où les gens allaient chercher à dos d'homme l'eau dans la rivière. Donc, ouais, et c'est pour ça que c'est parfois intéressant c'est souvent dans le manque qu'on se rend compte de ce qu'on n'a plus. Clairement. Et c'est souvent quand on n'a plus les choses qu'on se rend compte qu'il nous manque. Et ça, d'ailleurs, ça me mène aussi vers nos relations vers les autres. C'est souvent quand on n'a plus les autres dans notre vie qu'il nous manque, qu'on leur dit qu'on les aime. Soit dit en passant, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais si vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, n'attendez pas qu'il disparaisse pour lui dire. Ah, ça, c'est voilà, clair. parce que ce sera trop tard. Mais ça, c'était vraiment la petite parenthèse. C'est le message du cœur qui sort. Mais justement, tu me mènes vers mon 5e pilier, c'est la gratitude. C'est que en marge de l'émerveillement, c'est que l'optimisme qui mène au bonheur, au vrai bonheur intrinsèque, c'est de savoir dire merci. Et pas le merci qu'on apprend dans notre éducation, certes, bien sûr. Hein, on dit merci, moi, ça m'arrive parfois de m'arrêter en voiture, de m'arrêter au passage flouté, et les gens traversent et vous disent pas merci. Et je dis alors, et merci, c'est pour qui? Voilà, ça m'arrive, je me surprends parfois à le dire. Hein. Parfois, on apprend d'être remercié, mais la gratitude pour ce qu'on veut, c'est comme l'émerveillement. C'est moi, par exemple, autant dans ce palace, je suis reconnaissant d'y être parce que je me rends compte que j'aurais pu ne pas le vivre. C'est de vivre une expérience extraordinaire qui n'est pas donnée à tout le monde. Et puis, la gratitude de pouvoir vivre où je vis. Je vis dans le sud-ouest de la France. Qu'est-ce que je suis reconnaissant de vivre là? Qu'est-ce que je suis reconnaissant d'être là avec toi? Qu'est-ce que je suis reconnaissant que tu m'apprécies à ce point que pour me faire l'honneur d'être dans ton émission. Et je te remercie. Qu'est-ce que j'apprécie? Le fait que les gens regardent cette vidéo et de voir le nombre de vues augmenter, le nombre de pouces bleus. D'ailleurs, profitez-en, mettez un pouce bleu en bas. Ah oui, d'ailleurs, oui, tiens, oui. Le réflexe de youtubeur, tu vois. Mais tu vois, savoir dire merci, mais également accueillir la gratitude. Savoir dire merci comme si c'était pas dû, en fait. Voilà. C'est ce qui tue un peu le sentiment de gratitude et l'optimisme, c'est de penser que tout nous est dû. Et là, forcément, ça nous déconnecte effectivement de l'autre, mais également peut-être de ce que l'on peut vivre sur le moment. Et ça nous empêche de vivre peut-être un moment exceptionnel avec l'autre ou dans l'événement que l'on vit. C'est la gratitude. Je ne prends rien pour acquis, rien. Tout ce que je vis, je suis reconnaissant de le vivre. Parce que j'ai aussi cette conviction et cette notion, et je le réalise, c'est que demain, tout peut être fini aussi. Clairement, ouais. C'est pour une raison quelconque, que ce soit ma santé ou peu importe. Et donc, je suis reconnaissant, merci la vie de pouvoir me permettre de vivre ce que je vis aujourd'hui. Peut-être que demain sera fini, mais au moins je l'ai vécu. Merci la vie de voyager. Alors certes, j'ai conscience que c'est grâce à tout le travail que j'ai mis en place, mais tous les jours, essayez de voir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs c'est un petit défi que je te lance à toi, mais même à ceux qui regardent là maintenant, c'est que le cerveau, et c'est démontré mais également par les neurosciences, le cerveau ne peut pas traiter deux émotions opposées en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le cerveau ne peut pas gérer la colère et la joie en même temps. Donc si à un moment donné tu te sens mal, et ça c'est un tuyau, c'est une vraie clé, si tu te sens mal, si tu as un coup de blues, si il te manque quelque chose, réfléchis à quelque chose pour lequel tu pourrais dire merci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en forçant, et là tout à l'heure je parlais un petit peu de berner le cerveau, hein, c'est aussi une méthode très subtile et intéressante de berner le cerveau. Concentre-toi sur quelque chose pour lequel tu pourrais dire merci aujourd'hui, là, maintenant. Pourquoi tu pourrais dire merci? Tu vas voir que en disant merci, tu vas te concentrer sur quelque chose de positif, et ta colère va disparaître parce que ton cerveau ne peut pas gérer et la colère et la gratitude en même temps, et la colère et la joie en même temps. Et ça va générer une émotion positive. Bien entendu, il faut la nourrir, hein, parce que bien entendu, si après tu retombes sur ta colère, ben forcément, tu vas aller la chercher. C'est ça. Et l'objectif de l'exercice, c'est de sortir de ta colère et nourrir ton cerveau d'émotions positives. La gratitude, c'est magique. Ah ouais, moi, depuis que je fais beaucoup de gratitude, c'est énormément. Ça aussi, ça améliore énormément la vie, quoi. De reconnaître les choses simples de la vie, quoi. Je parlais du robinet tout à l'heure, mais les relations, l'air que tu respires. Moi, je suis dans un environnement là où j'habite, c'est fantastique. Donc oui, c'est reconnaître la gratitude. Et on prend pas suffisamment le temps de le faire dans la société dans laquelle on vit. On file. Et on ne dit jamais assez merci. Petite anecdote, c'est quelque chose que je fais régulièrement.
Je fais des courses comme tout le monde. Hein. Oui, je suis mortel. Je fais des courses comme tout le monde. Oui, Ah merde, putain, tu fais des courses. Moi, je pensais que tu avais tout plein de personnes qui faisaient des courses pour toi. Non, merde. non, je fais des courses comme tout le monde. Et je peux même te dire, j'adore ça en plus. je suis comme une femme. J'adore faire les courses. je suis le bonheur de ma femme. J'adore faire les courses. Et ou quand je fais des courses, ou quand je vais au restaurant, je suis toujours très attentif et très sensible sur l'attitude de l'hôtesse de caisse ou du serveur ou de la serveuse. Eh bien, quand j'ai une hôtesse de caisse qui est souriante, tu sais quoi? Je lui dis merci. Ça peut paraître stupide comme ça, mais c'est pas inutile. Et ces hôtesses de caisse qui reçoivent le merci, punaise, elles sourient encore plus. Parce que dans la journée, des clients chiants, ils en voient aussi. Des dingues, des imbéciles, ils en voient aussi. Parce que, excuse-moi, mais il y en a aussi. Il y a des gens qui sont vraiment tordus. Il y en a. Hein. Moi, je suis optimiste et je sais qu'il y a des gens tordus autour de nous. Et des hôtesses de caisse, ils en voient passer des gens tous les jours. Mais pas des gens qui leur disent merci. Et le fait de dire merci pour votre sourire, restez souriant. C'est ça, Tu as l'impression que tu as fait la journée de cette femme, quoi. Et pareil pour les serveurs, merci, surtout à Paris. C'est rare qu'ils te servent avec le sourire. Mais quand ils me disent merci, ça encourage l'autre aussi, ça donne envie, c'est contagieux. Et c'est ça, hein, moi régulièrement je le fais aussi, de dire merci, mais de rajouter merci pour votre sourire, merci pour votre accueil, merci, vous êtes un serveur fantastique. Et c'est vrai que ça change complètement la dynamique, hein, non seulement pour toi, parce que tu le sens, ça vient du fond du cœur, et pour la personne qui le reçoit, qui l'accueille, qui est d'ailleurs parfois un peu surpris, mais qui l'accueille et ça lui fait vraiment du bien, quoi. Ça a un effet bénéfique bilatéral. Ça te fait du bien à toi et ça fait du bien à l'autre. Punaise, si tu veux changer le monde, commence par dire merci, quoi. C'est ça, clairement. Et ça va aussi sur des petites choses, la notion de gratitude, de dire merci, etc. Quand moi je mange quelque chose, je remercie ce que je suis en train de manger. Je remercie le cultivateur qui a fait pousser les plantes. Je remercie les plantes qui sont dans mon assiette, etc. Cette notion de remerciement en cascade, là aussi, c'est prendre conscience en fait de toute la chance que l'on a, quoi. Parce qu'on est et c'est culturel aussi, j'ai envie de dire. C'est culturel. Il y a des cultures qui sont plus centrées sur la gratitude que d'autres. Par exemple, tu vas dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, ou même aux États-Unis, les gens te disent plus souvent merci, et tu te dis, on m'a dit merci, mais j'ai rien fait. Que plutôt chez nous en France, où on a plutôt l'impression que beaucoup de choses nous est due, c'est malheureusement une triste réalité, c'est que on vit dans un merveilleux pays, on vit dans une des plus grandes puissances mondiales, avec une culture extraordinaire. J'adore la France. Si je l'aimais pas, je serais parti. Non, j'adore la France, j'adore les Français. Sauf qu'en France, on oublie de dire merci. On est plus un peuple de râleurs qu'autre chose. Hein, et ça se voit d'ailleurs, hein, c'est clair. Mais par exemple, au Japon, à chaque fois que quelqu'un mange, ils font la petite. C'est même pas une prière. Tu les vois, ils font itadakimasu. Et itadakimasu, c'est même pas une prière, c'est une expression pour même l'animal qui est mort pour toi dans cette assiette, ou même le légume qui a poussé pour toi. Donc les Japonais sont beaucoup influencés par la culture shintoïste. Il y a le bouddhisme, mais il y a beaucoup plus de shinto, et les shintos sont très centrés sur tout ce qui est leur environnement, la nature. Pour eux, tout est un dieu. Tout est source d'adoration et de vénération. L'air, le vent, le feu, les arbres, les animaux. Et on sent au Japon, moi qui ai le bonheur d'y avoir été, j'y retournerai parce que j'ai adoré ce pays, c'est un truc phénoménal. Mais une grosse leçon culturelle pour nous aussi, c'est que ces gens-là vivent avec un sentiment de gratitude pour tout ce qui se passe. Et il y a même des villes où les animaux ont priorité sur les véhicules. D'accord, ok. Tu vas par exemple à Nara, qui est une ville près de Tokyo, qui est l'ancienne capitale du Japon. Nara, t'as des daims, t'as des cerfs qui sont dans la ville, et t'as les voitures qui vont entre les daims et les cerfs, et et les animaux ont l'habitude de voir les êtres humains, les animaux viennent te trouver, se laissent caresser. Enfin, c'est un truc de dingue. Et la gratitude pour leur environnement. Voilà, tout ça pour dire la puissance de la gratitude, c'est un truc de fou. Ça change même notre rapport à la nature et aux animaux. Les animaux là-bas, ils viennent vous trouver. Ici, quand je vais dans les bois, je vois les se barrent, Ah oui, c'est clair. Sixième clé, je crois, Michel. Sixième clé, tu es très attentif, c'est bien. C'est bien, moi je suis. Je travaille comme animateur, je te remercie, t'as vu, je fais preuve de gratitude. T'es un bon animateur, merci pour ça. Merci beaucoup, Michel. L'une des caractéristiques des optimistes, ce sont des gens persévérants. Ce sont des gens qui vont souvent au bout de leurs pensées, au bout de leurs idées, au bout de leurs projets, au bout de tout en fait, enfin tout, pratiquement tout, parce que bon, tout n'aboutit pas forcément, mais les optimistes ont plutôt tendance à développer cette notion de persévérance.
et on en parlera, ça fera l'objet aussi d'une émission ultérieure. T'as vu un peu comment je fais le teasing? Ah oui, mais t'étais excellent. On parlera de la persévérance dans une autre émission, donc restez attentifs. Et d'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Juste la persévérance, pourquoi les optimistes persévèrent plus que les autres? C'est que justement, comme ils sont optimistes et qui croient en leur projet, donc ce sont des gens qui ont confiance en leur projet, qui s'émerveillent, qui ont une vision claire de ce qu'ils font, ben, ça a pour conséquence logique que si tu as cette vision si claire, que ça nourrit la persévérance. Et je ne parle pas de l'obstination, hein, je fais la différence entre la persévérance et l'obstination, mais ça fera l'objet de notre émission qui traitera de la persévérance. Je ne vais pas trop en dire maintenant, mais les optimistes sont des gens qui sont capables d'aller au bout des choses parce qu'ils y croient et parce qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent obtenir. Et puis ils ont confiance aussi, hein. Ça rejoint un petit peu la première. Le troisième point, c'est la confiance, bien sûr. Ouais. Ils ont confiance que ça va aboutir, donc il n'y a pas de raison. Et même dans la difficulté, eh bien, ils ont confiance qu'ils vont. Et tout est lié en fait. Hein. C'est un état d'esprit où tout est lié. C'est que je persévère parce que j'ai confiance, parce que je sais que je trouverai une solution, parce que c'est difficile. J'ai des bâtons dans les roues en ce moment, mais s'il faut que je fasse un détour, je ferai un détour. En fait, tous ces piliers sont liés les uns aux autres et ont des conséquences les uns sur les autres. Et effectivement, si visiblement un obstacle vient surgir sur ton chemin qui semble t'empêcher d'arriver à ton objectif, bien l'obstacle, c'est où tu le contournes, où tu résous le problème, ou tu fais preuve de patience. Hein, tu fais preuve de patience, tu dis c'est peut-être pas moi, mais ça fait aussi l'objet d'une autre émission. Et t'as vu comment je. Mais t'es excellent. Je suis bon. Ah ouais, mais t'es carrément excellent. T'es carrément excellent. Donc, les optimistes savent persévérer parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils vont y arriver. Ouais. Et à un moment donné, ils savent faire preuve de réalisme. À un moment donné, c'est de se dire, si le projet ne peut pas aboutir, eh bien, ils savent aussi faire le deuil de ce qui ne marche pas, mais tirent des leçons qui vont leur permettre peut-être de faire autre chose et d'essayer. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'optimiste utilise tout comme étant des leçons pour arriver à ses fins. C'est que ce soit une expérience négative ou un échec, eh bien, l'échec me permet peut-être de mieux rebondir. Et l'optimiste considère l'échec comme étant une étape du succès. Donc, voilà, tout ça, c'est un regard, une interprétation, et il permet de persévérer. Donc, les échecs, c'est juste une étape vers mon succès. Ouais. Et c'est vrai que de la façon dont on le perçoit, ça, la notion d'échec, hein, en Europe, l'échec, enfin en France notamment, l'échec, c'est pas quelque chose qui est bien vu. En Amérique, c'est quelque chose qui est très bien vu, parce que si tu as échoué, tu as appris. Et si tu as échoué, non seulement tu as appris, mais si tu as échoué, ça veut dire aussi que tu as agi. Ça veut dire que tu as su prendre des décisions. Et ça, c'est aussi quelque chose que les optimistes savent faire, c'est savoir prendre des décisions. D'ailleurs, dans les neurosciences, il y a cette notion du pouvoir de la résolution. C'est à un moment donné, pour que le cerveau rentre dans un mécanisme qui va servir ton objectif, c'est qu'il faut que tu prennes une résolution, il faut que tu prennes une décision. Et d'ailleurs, on le voit, si tu n'es pas capable de prendre une décision, il ne se passera rien, tu n'auras pas d'idée. Voilà, il ne se passera rien. Et même entre deux choix, c'est de faire un choix. C'est d'être résolu, par exemple. Je cite souvent en conférence l'exemple, voilà, j'ai la possibilité, demain, on m'offre la possibilité d'aller en vacances à New York ou à Tokyo. Ah, punaise, les deux sont bien quand même. Et on n'arrive pas à se décider. Et ce qui est vraiment intéressant et particulier, c'est quand on est torturé entre deux, voire trois choix différents, ou peut-être même quatre, hein, parfois on se complique la vie. Hein. On va en prendre deux pour simplifier un peu les choses. C'est qu'on ne peut rien planifier, on ne peut rien visualiser, on ne peut rien préparer tant qu'on n'a pas pris de décision, parce que le cerveau ne peut pas se mettre dans une position de préparation. Donc à un moment donné, c'est de se dire, c'est de trancher. C'est entre deux choix, c'est pas de savoir lequel va réussir, c'est lequel je vais assumer jusqu'au bout. C'est quand on prend un choix, et là c'est important, hein, parce que ça c'est la règle qui est expliquée également dans ces études de neurosciences, c'est que si tu prends une décision, tu dois y aller à fond, comme si tu croyais que ça allait réussir, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc à partir du moment où tu te dis, ok c'est bon, je choisis d'aller à Tokyo, comme par enchantement et quasiment instantanément, c'est là où tu commences à être inspiré, où tu vas aller sur Internet, où tu vas commencer à préparer ton voyage. Et là, tu vas conditionner ton cerveau à préparer ce voyage à Tokyo. Et c'est là où tu peux commencer à avancer. C'est vraiment important. La notion de choix, de prise de décision, excessivement important. Septième clé ? Le pardon. Le pardon. Qui va faire l'objet d'une émission à part entière. Exactement.
Et oui, on s'est préparé, mesdames et messieurs, on s'est préparé, on est préparé, on sait de quoi on va parler. Ah ouais, le pardon, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le pardon. J'ai beaucoup de retours sur justement autour du pardon. Oui. Et c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est quelque chose qui est très important, qui nous touche tous. Il y a personne qui un jour n'a dû faire face à cette question, est-ce que je pardonne ou pas, mais aussi à l'inverse, est-ce qu'on m'a pardonné ou pas. Ouais. Et pire encore, est-ce que je me suis pardonné? D'accord. Donc ça fera l'objet d'une émission à part entière. On en parlera pendant une émission entière sur le pardon. C'est un sujet qui me touche à cœur parce que forcément, c'est lié à tout ce que je viens de te dire. Quand je donne ma confiance plus aux autres, je dois pardonner plus que les autres. Ah ouais, carrément, oui, il y a des moments où oui. Donc ça sous-entend aussi que pour pouvoir effectivement faire confiance aux autres, c'est que j'ai aussi confiance en ma capacité de pardonner à l'autre. Et tu vois que dans cette émission, en fait, tous ces piliers que j'ai choisis sont liés les uns aux autres. Ouais, clairement. Et donc, le pardon, c'est là, je fais un petit teaser sur l'émission qu'on va faire prochainement. C'est se faire un cadeau à soi-même et pas à l'autre. Clairement. Souvent, le pardon, c'est quelque chose qu'on estime. Alors, il y a le pardon, et on en reparlera, c'est la notion religieuse, il y a aussi la notion laïque, mais aussi, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question humaine. C'est que l'on soit croyant ou pas, on a tous affaire au pardon, je pardonne ou pas. Et après, chacun, il donne son interprétation, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le pardon, c'est avant tout non pas le problème que j'ai avec l'autre, c'est le problème que moi j'ai avec ce que l'autre m'a fait. Et pardonner l'autre, c'est se faire un cadeau à soi, pas à l'autre. Ouais, c'est ça. Et on l'expliquera dans cette émission. Mais les optimistes sont capables de pardonner parce qu'ils sont capables de donner du sens à ce qui leur est arrivé. C'est comme ils sont capables de tirer des leçons de ce qui leur est arrivé, de tirer le meilleur pour eux-mêmes, mais également dans les autres. Ils sont capables aussi de trouver peut-être des excuses pour l'autre ou pour soi, mais c'est pas malveillant, c'est bienveillant. Et les optimistes sont plus souvent enclins à pardonner les autres parce qu'ils sont conscients que l'autre est aussi humain que lui, de toute façon, mais qu'il va aller chercher le meilleur de cette histoire, et il aura compris, l'optimiste, que si cette histoire lui est arrivée, c'est peut-être que ça peut l'aider lui à être meilleur demain. Quelque part, il y a un sentiment de gratitude. Merci la vie de m'avoir fait vivre cette merde, ou cette épreuve, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu. J'avais une trentaine d'années. Un jour, j'ai entendu un sage, et je dis un sage, c'était une personne âgée que je respectais énormément, et qui un jour m'a dit, je suis reconnaissant pour toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Du haut de mes 30 ans, j'avais pas compris son truc. Comment tu peux être reconnaissant pour toutes les tuiles de la vie, quoi? C'est pas possible. Et j'ai compris beaucoup plus tard ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, je lui donne complètement raison. Et c'est l'optimisme qui te permet de réaliser que même les plus grandes difficultés forment ce que nous sommes aujourd'hui. Une vie sans difficulté est une vie sans couleur. C'est un arc-en-ciel en noir et blanc, c'est tout. Voilà. J'aime beaucoup cette image d'arc-en-ciel en noir et blanc. C'est l'arc-en-ciel en noir et blanc, exactement. Et le pardon, c'est effectivement se libérer soi-même de l'emprise que l'autre peut avoir sur nous, et surtout l'interprétation que l'on donne de ce que l'autre fait à notre égard. Et c'est excessivement important, ce passage-là, c'est ce cadeau qu'on se fait à nous, pas à l'autre. C'est ça. Et dans beaucoup de commentaires que je vois sur des vidéos autour du pardon, notamment celle de Luc Baudin, c'est beaucoup l'attente du pardon de l'extérieur. Mais on y reviendra un peu plus en détail dans cette émission, et je vous invite vraiment c'est un sujet très important, très délicat, et c'est un sujet qui fait souffrir énormément de gens. Et quand on le comprend, c'est pour ça que le sujet est un sujet clé. Et quand on le comprend là, ça change entièrement la vie des personnes. Ah punaise, oui. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote incroyable dans laquelle j'aurais toutes les raisons d'entretenir le sentiment de vengeance, et pourtant j'ai pardonné. Mais ça, je vous raconterai. Ok, allez, huitième et avant-dernier point, c'est que forcément, les optimistes parlent toujours en termes positifs. On a cette fâcheuse manie, surtout dans notre langue française, ça se passe aussi en anglais, mais beaucoup moins, ça se passe surtout en France, c'est qu'on a tendance à parler en termes négatifs. J'explique. Pour donner un exemple très concret, j'adore raconter ça quand je suis face à mon public, c'est quand j'étais au Japon, déjà j'étais émerveillé, c'était superbe, etc. Et je me suis retrouvé dans un environnement où on reconnaît les Français. Mais les Français de France, parce que ça peut être des francophones belges, ça peut être des Suisses, ça peut être des Québécois. Non, des Français de France. Et tu vas savoir pourquoi. C'est que je me souviens, à plusieurs reprises,
On était par exemple dans un restaurant et au Japon, mais on mange, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, ça a tombé à la renverse. Tellement cette cuisine est extraordinaire. C'est pour moi, il y a la cuisine française, la cuisine italienne et la cuisine japonaise. C'est un truc de fou. Je me rappelle, juste une petite parenthèse, je me rappelle de vlogs que tu avais fait quand tu étais au Japon où tu avais goûté des machins. Ça n'avait pas l'air succulent, hein. Alors oui, ça c'était autre chose. C'était effectivement un aliment que j'ai utilisé mais qui était détourné. Je l'ai mal utilisé apparemment. Ça se mangeait pas comme ça. Ouais. Mais c'était effectivement, et il faut aller voir ça sur ma chaîne, c'était des calamars séchés et retrempés dans du vinaigre. Et c'était manger ainsi, c'était immangeable. Ignoble, ouais. Je l'ai su après, ça se mangeait pas comme ça en fait. Mais voilà, je n'ai peur de rien. Non. Mais parler positif. Donc je reviens à cette histoire du restaurant. C'est que j'entends derrière moi la personne dire « Oh, c'est pas mauvais. » D'accord. C'est pas mauvais. Je me suis retrouvé dans un parc où il y avait des arbres, mais tu sais, ces Japonais ont cette façon très particulière de tailler les arbres, c'est un truc de fou. Et tu entends derrière un photographe français dire « Ouais, c'est pas moche. » Ouais. Et où tu entends des gens dire d'une femme « Ah, elle est pas moche, elle est pas laide. » Des collaborateurs dire c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Eh bien, il est démontré également que le cerveau ne fonctionne pas en mode négatif, mais en revanche, les mots que nous utilisons ont un impact sur notre perception des choses. Et comme le cerveau n'intègre pas la négation, le cerveau, lui, ne va retenir que de l'affirmatif de cette question. Donc, quand vous dites « c'est pas mauvais », le cerveau, lui, dans l'absolu, ne retient que c'est mauvais. C'est pas moche, il va retenir « c'est moche ». Donc, la notion de négation, en fait, est une invention linguistique qui nous permet de nous comprendre. C'est dans la verbalisation des choses, mais c'est pas cérébral. La négation n'est pas cérébrale. Donc, ce que je suggère, c'est que si vous voulez dire que c'est bon, dites bon sang que c'est bon. Bah oui. Dites c'est bon. Et si c'est une bonne idée, dites pas c'est pas une mauvaise idée, dites c'est une bonne idée. Ouais. Quand un collaborateur a fait une bonne action, dites c'est bien ce que tu as fait au lieu de dire c'est pas mal. Et ça, c'est vraiment, ça change vraiment non seulement notre perception à nous et notre perception cérébrale, notre interprétation, je veux dire le décodage cérébral, mais l'autre aussi. Que vous dites à quelqu'un c'est pas bête ce que tu as fait ou que vous dites c'est génial ce que tu as fait, regardez la réaction. C'est pas la même chose. Vous pensez dire la même chose, mais elle n'est pas perçue de la même façon, et le cerveau ne l'enregistre pas de la même façon. Donc, changez vos négativismes, vos négations en termes positifs. D'ailleurs, c'est Mère Teresa qui disait, c'est une citation très connue, mais que j'adore, c'est « Si vous m'invitez à faire une manifestation contre la guerre, je ne viendrai pas. En revanche, invitez-moi pour une manifestation pour la paix, je serai là. » On parle de la même chose, mais ce n'est pas perçu de la même façon. Donc les optimistes ont tendance à parler en termes positifs. Changez votre mode de communication. Et parfois, même moi, ça m'arrive, je me surprends de dire c'est pas mal. Et moi, en ayant conscience, je me force ou quand j'écris des articles sur LinkedIn ou sur mon blog, je me rends compte qu'une phrase, je l'ai tournée négative, je dis mince. C'est tellement plus facile et je refuse de céder à la facilité et je me force à réfléchir à une nouvelle formulation de ma phrase pour dire la même chose, mais tourner avec des mots positifs. C'est un vrai exercice, c'est super intéressant, mais ça change tout sur la signification de cet article. Mais même dans notre communication. Mais dans la communication aussi, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à faire ce test-là, et puis à prendre conscience quand vous dites quelque chose de tournure négative, de le mettre en positif, et ça change complètement la perception, aussi bien de la personne qui reçoit le message que de vous-même. On se sent nettement mieux. C'est pas juste de la sémantique, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, on le ressent. C'est vraiment neuronal, quoi. Le cerveau réagit. Et ça a l'effet ça a un impact bien entendu sur notre physiologie et sur notre environnement. Ça peut paraître stupide, mais ça a un impact incroyable. Ah oui, clairement. Les Québécois disent régulièrement quand on leur demande comment ça va pas si pire. C'est dommage de le dire comme ça va pas. C'est ça. Déjà, au niveau linguistique, je sais pas si c'est vraiment bien français, mais ça c'est québécois. C'est québécois. C'est pas français, c'est québécois. Oui, ça c'est clair. Mais oui. C'est exactement ça. C'est négatif. C'est pas mal. Oui, voilà, c'est pas mal. Pourquoi pas. C'est pas moche. C'est pas mauvais.
voilà, etc. Changez ça, Ah. et si on veut avoir de nouvelles habitudes, forcez-vous, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez parler autrement. Ouais. Et Et puis on va le détecter, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ça m'arrive aussi de le dire, ouais, c'est pas si mal. Mais je me reprends parce que je l'ai entendu, je m'entends dire ça, il me dit, hey, non, 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 reviens sur ça, hop, rewing, et puis c'est bien, c'est chouette, c'est génial. Exactement. L'impact que ça a également sur nos enfants dans l'éducation est incommensurable. Ah, c'est clair. Oh, oui, c'est clair. D'ailleurs, demander à un enfant qui court, ne court pas, Ouais, mais dites-lui par exemple, arrête-toi. ouais, La sommation n'est pas la même, et l'enfant ne va pas. En fait, vous dites la même chose, ah, mais le fait de dire ne cours pas, l'enfant n'entend que cours. ouais, c'est ça. Et si vous dites à l'enfant arrête-toi ou une autre injonction, eh bien, dites-le différemment. Ou marche, voilà, des choses comme ça. 9e clé, Michel, 9e clé, dernière clé. Mais derrière, mais non moins importante, c'est que, eh bien, je l'ai déjà évoqué sur les points précédents, c'est que la force des optimistes, l'un des secrets des optimistes et du succès des optimistes, c'est que ce sont des gens qui sont capables de se reposer sur les forces des autres, sur les forces de soi-même, sur les forces d'une situation, sur les avantages. Personne n'est arrivé au bonheur ou à la félicité en se reposant sur ses faiblesses. Personne n'est arrivé à réaliser un objectif en se reposant sur ses faiblesses. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut dénier les faiblesses. Les faiblesses, on les utilise comme étant, pour revenir à l'échec, comme étant des points faibles, mais on va se reposer sur nos points forts pour faire de ces points faibles quelque chose de fort. Si je prends par exemple l'allégorie de la conquête spatiale, avant d'aller sur la Lune, avant Apollo 11, il y a eu 10 autres fusées, et avant ces 10 autres fusées, avant ce programme, il y avait d'autres programmes de fusées qui allaient juste dans l'atmosphère, il y a eu des dizaines de fusées qui ont explosé, et si c'était arrêté aux explosions, ils n'y seraient jamais arrivés. Mais ils se sont reposés sur ce qu'ils savaient faire pour analyser leurs points faibles, pour développer effectivement cette histoire à succès. Donc les optimistes se reposent vraiment sur leurs forces pour arriver à atteindre leurs objectifs. Mais la force, c'est aussi un avantage. Quelle est la force d'un événement tragique? Parfois, c'est compliqué à répondre à cette question, bien entendu. Bien sûr, si demain je perds un être cher, quelle est la force à trouver là-dedans? Bon sang, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Hein, voilà. Mais globalement, là, je prends bien sûr un exemple extrême, mais sans passer par ces exemples extrêmes, combien de fois ne vivons pas, nous, des événements de vie qui nous plombent, qui ne sont pas aussi tragiques que la perte d'un être cher, mais qui nous plombent justement parce qu'on ne se repose pas sur nos forces. Et tout ceci est lié également à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? Quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui se repose sur ce qu'il sait faire. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on faisait une boutade en te disant je suis bon, je suis fort. On le dit ça en riant, mais en le disant finalement, mes forces, c'est quoi? Aujourd'hui, je fais de la vidéo, je suis pas trop mauvais dedans, hein, je suis bon dedans. Je fais des conférences, si j'en vends, c'est que je suis bon, donc je sais ce que je vaux, c'est reconnaître mes forces. Et il y a des gens qui vont plutôt se concentrer sur ce qu'ils ne savent pas faire. Et forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nourrir le manque de confiance en soi. Donc, c'est une clé également qui te permet de développer ta confiance en toi, c'est que tu vas te reposer sur ce que tu sais faire et que tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu ne sais pas faire. Ça existe, c'est là, mais qu'est-ce qui va te construire aujourd'hui? C'est sur les choses sur lesquelles tu vas t'appuyer. Quels sont les leviers sur lesquels tu peux agir qui vont faire que tu sortes du lot ou que tu arrives à ton objectif? Quel est ce levier sur lequel tu peux agir mentalement ou même physiquement sur l'autre pour faire d'un collaborateur un collaborateur à succès? Un collaborateur peut peut-être être agaçant, il peut être incompétent. Oh punaise, oui, les collaborateurs incompétents. Punaise, comment trouver un levier de force d'un collaborateur incompétent? Ah, oui, mais là aussi c'est compliqué. Eh bien, peut-être qu'il faut réfléchir que ce collaborateur, il est peut-être incompétent dans le rôle que vous lui avez donné. C'est ça, ouais. Donc peut-être qu'il faut aller chercher ses points forts pour lui donner justement ce rôle dans lequel il va lui exceller. Et vous risquez d'être surpris. Moi, j'interviens en entreprise où j'aide des managers à trouver le rôle de leurs collaborateurs. Moi, il m'arrive d'avoir vu des collaborateurs en disant mais quel imbécile ce gars-là, mais attends, c'est lui qui est un imbécile ou c'est ses compétences qui ne sont pas là haut? Et on a parfois tendance à confondre la compétence et la personne, on mêle les deux, on commence à rentrer dans le jugement, ça part complètement en jus de chaussette. Si on allait chercher ce que cette personne savait mieux faire, et il s'avère souvent que les gens ne sont pas mauvais,
ils sont juste dans des mauvais services. Ouais, ça, au mauvais Ils endroit. sont juste pas, ils peuvent pas s'épanouir là où ils sont parce que c'est pas leur pied, c'est pas là. Essayer d'adapter peut-être une activité professionnelle qui est plus adaptée à ses compétences. Tu vois, donc en t'appuyant sur la force de l'autre, sur la force d'une situation sur les tiennes, eh bien, tu es câblé en mode solution à ce moment-là. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au tout début de l'émission là, sur le fait que si t'es pas au bon endroit, pose-toi la question pour évoluer et puis faire autre chose. Quoi. Exactement. Alors, je peux comprendre que ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui se dit oui, mais moi j'ai rien d'autre. Ouais. Voilà, moi c'est alimentaire. Oui, c'est vrai, ça nous arrive et c'est aussi une réalité. On peut pas non plus d'un claquement de doigts dire je me barre et je fais autre chose. Bien sûr qu'on peut y réfléchir, mais on peut peut-être avoir un manque de pistes ou arriver devant des cul-de-sac. Hein, donc je veux bien il faut qu'on soit aussi réaliste par rapport à des situations des uns et des autres. Certes, on a toujours le choix, mais là où on a le choix, c'est de décider ce qu'on va faire avec ce qui nous arrive. Donc, si vous ne pouvez pas, si vous avez l'impression, je dis bien l'impression, hein, c'est peut-être pas la vérité, mais si vous avez l'impression que vous êtes coincé dans votre job ou dans une situation qui est une impasse pour vous, eh bien, essayez de donner un sens positif à cette impasse. En quoi cette impasse, aujourd'hui, vous sert? En quoi cette impasse est pour vous un avantage? Et ça peut être, par exemple, des pistes aussi simples que, aujourd'hui, ok, je suis dans une impasse, ça me plaît pas, mais au moins, aujourd'hui, j'ai une liberté financière. Punaise, cette liberté financière, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui aimeraient en avoir. Ouais. Donc, tu vois, on peut toujours relativiser par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est le regard qu'on va porter sur ce qui nous bloque aujourd'hui. Donc, certes, une situation, on peut avoir le sentiment qu'une situation est bloquante, nous fige, ou qu'on soit prisonnier d'une situation. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que même en prison, Nelson Mandela a trouvé des forces positives pour continuer à aimer son prochain et arriver à donner du sens à ce qui est arrivé. Il y a des histoires merveilleuses de gens extraordinaires, de gens inspirants qui sont sortis de prison et qui vous ont dit tout le bien qu'ils ont ressorti de cette expérience. Ouais. Moi, ça m'inspire. Et cette prison, c'est aussi un petit peu une prison métaphorique que l'on se met soi-même. Eh bien, peut-être que vous avez le sentiment d'être derrière les barreaux. Eh bien, même derrière les barreaux, s'il y a des gens comme Nelson Mandela ou d'autres personnalités qui ont fait de la prison, aujourd'hui sont devenus des gens inspirants, posez-vous la question justement pourquoi ils sont devenus inspirants. Ça rejoint la première marche que tu disais, enfin le premier pilier, ouverture d'esprit, de vision, changement de vision. Je pense que c'est pas mal et je pense que c'est pas mal la première marche sur laquelle il faut poser le pied quand ça va pas bien. Exactement. Écoute, on vient de terminer 15 minutes, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, ça fait à peu près 1h02 qu'on est dessus, mais c'est une émission qui est extraordinaire. Je te remercie énormément. Je me disais que ce quart d'heure avait duré bien longtemps. Mais tu vas la couper ou tu vas non, je vais la laisser comme ça et par contre je vais diffuser quelques... ça c'est 45 minutes d'écoute gratuite. Ah ouais, c'est une heure carrément d'écoute fantastique. Moi je trouve que cette émission est vraiment fabuleuse. Je te remercie énormément de ces 9 piliers. Ça va aider énormément de gens. Donc voilà, j'ai énormément de gratitude. Je suis un auditeur privilégié, comme dirait un ami, Patrick Pelletier. Et voilà, j'ai énormément de gratitude. Je sais plus quoi dire. Et je vais clôturer donc cette émission. Alors, on va se retrouver tout simplement donc pour la prochaine émission qui sera sur la gentillesse. Oui. Et à tous, je vous remercie. Oh là là, parce que je suis en train de bavouiller. À tous, je vous remercie. Michel, merci énormément du fond du cœur. Et puis on se retrouve pour la prochaine émission. Bye bye à tous. Merci.